Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Les fonds Marianne sont initialement créés par Marlène Schiappa dans le but de lutter contre le séparatisme à la suite du tragique assassinat de Samuel Paty. Une enquête récente a révélé des pratiques de gestion peu transparentes concernant les subventions accordées. Les médias ont révélé que l'association USEPPM, qui est le principal bénéficiaire de ce fonds, aurait utilisé les fonds alloués pour rémunérer 2 de ses anciens dirigeants. Alors, cette utilisation des ressources financières qui étaient dédiées au fond a été vivement critiquée, notamment par la famille de Samuel Paty, qui dénonce une utilisation douteuse de l'argent destiné à cette initiative. Alors, cette polémique pourrait aussi coûter la place de la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative, Marlène Schiappa. Cependant, pour Amélie Ismaili, ça ne serait que la partie émergée de l'iceberg et nous sommes avec elle pour en parler ce matin. Bonjour Amélie Ismaili. Bonjour. Alors vous êtes journaliste et nous sommes aussi avec notre partenaire Didier Maisto que vous connaissez. Bonjour Didier Maisto. Bonjour à tous. Alors d'abord je voulais revenir sur ce que les médias ont dit de cette affaire, la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire quelles ont été les accusations des médias de grand chemin justement sur cette polémique sur les fonds Marianne. Alors, les médias, en fait, il y a eu plusieurs enquêtes de presse. Alors, vous avez d'abord France Télévisions, L'Œil du 20h, qui avait fait déjà une première enquête où on voyait qu'effectivement, il y avait des contenus, en tout cas dans les factures de l'USEPPM, qui, en fait, finalement, avait rémunéré des proches de ce qu'on appelle le mouvement Printemps républicain, notamment Mohamed Sifawi, pour des contenus, finalement, des contenus très très marginaux, en tout cas qui n'ont pas eu d'impact. Derrière, vous avez eu d'autres enquêtes de la part de Mediapart, notamment, et de Marianne, de l'hebdomadaire Marianne, qui révélaient qu'il y avait eu des contenus vidéo, notamment, qui critiquaient des opposants à Emmanuel Macron. Donc, ça donnait déjà l'image que ce fonds Marianne, finalement, a été utilisé dans un objectif politique, davantage que ceux pour lesquels il a été présenté, puisque à la base, il était présenté comme une réponse à l'assassinat de Samuel Paty pour lutter normalement contre le radicalisme religieux. Mais ça, déjà, c'était un premier biais, puisqu'en fait, quand on regarde dans l'appel à projet, il avait la question du séparatisme. Alors déjà, il y a un flou autour de ce terme déjà, mais en plus de ça, vous aviez la question de lutter contre le complotisme, qui est un terme encore plus flou et qui est surtout un terme fourre-tout dans lequel on n'a pas de définition claire, hein, que ce soit les chercheurs, les sociologues, il n'y a pas du tout de consensus autour de ce que c'est que le complotisme, qu'est-ce que ça représente, quel est le discours derrière ça. Et en fait, déjà, on a un premier flou autour de ça et on voit que finalement, dans la liste des bénéficiaires qui a été révélée par le service Check News de Libération, que une bonne partie de ces bénéficiaires, en fait, étaient davantage centrés sur la lutte contre le complotisme, entre guillemets, que sur la lutte contre le radicalisme religieux. Donc, il y a déjà un premier effet de dévoiement, le sentiment assez, je dirais, nauséabond, je pense que le terme est léger, par rapport à une réponse contre ça. Et surtout, on voit que clairement, ce fonds a été utilisé clairement dans un objectif politique qui n'était absolument pas neutre. Et donc, les fonds utilisés pour lutter contre le complotisme, évidemment, n'ont pas été révélés par la presse. Je voulais vous parler aussi du rôle de Marlène Schiappa dans cette affaire. Elle a créé le fonds Marianne, donc elle était au courant des fonds alloués aux différentes associations. Alors, normalement, Marlène Schiappa est censée être au courant. Après, moi, je ne rentre pas dans cet aspect-là, parce que je pense qu'il y a déjà, faut savoir qu'il y a une enquête, entre guillemets, une enquête, une commission du Sénat qui a été lancée pour un petit peu faire la lumière sur cette histoire. Vous avez aussi le parquet national financier qui a lancé une information judiciaire sur ce fonds. Maintenant, quel est le rôle de Marlène Schiappa dans l'attribution de ces fonds ? Il n'est pas très clair. Et ça, moi, je ne suis pas spécialiste en juridique. Je pense que Régis de Castelnau a bien parlé de ce sujet. Il en parle beaucoup mieux, je pense, que moi.
Mais moi, je ne fais pas d'attaque ad hominem envers Marlène Schiappa. Je m'intéresse surtout au contenu des fonds, des bénéficiaires des fonds. Voilà, des bénéficiaires des fonds. Alors, avant de me tourner vers Didier Maisto, on va parler, mais Didier Maisto va en parler aussi, je suppose, justement de Conspiracy Watch et donc de Rudi Reichstadt qui aurait touché des fonds, de ce fonds Marianne. Alors, qui est Conspiracy Watch? Alors, je pense qu'il y a certains de nos auditeurs qui le connaissent parce qu'ils ne nous ont pas particulièrement à la bonne. Mais alors, qu'est-ce que Conspiracy Watch et qui est surtout Rudi Reichstadt? Alors, Rudi Reichstadt, c'est je dirais un expert autoproclamé contre le complotisme. Il a lancé donc ce média Conspiracy Watch et globalement l'Observatoire contre le conspirationnisme. Il faut savoir que, et c'est ce que j'explique dans mon article, que déjà cet observatoire, il était déjà l'objet de critiques de la part de la droite comme de la gauche. C'est-à-dire que vous avez un article du Monde diplomatique, par exemple, ou un article globalement du média Acrimed, qui sont des associations plutôt portées à gauche, par exemple, parce que Rudi Reichstadt accuse toujours ses critiques d'être d'extrême droite. Donc bon, il se trouve que non, il y a quand même beaucoup de critiques qui viennent aussi de l'autre bord politique. Et en fait, il est accusé de faire du militantisme politique derrière cette pseudo-lutte contre ce qu'il appelle le complotisme. Il faut savoir que Conspiracy Watch, ça fonctionne avec un espèce de système de fichage, c'est-à-dire que on va ficher des personnes. Concrètement, on va créer des pages sur des personnalités qui ont une parole. Alors, vous avez effectivement des discours radicaux, vous avez toutes sortes de personnalités qui ont un discours qui est très présent sur les réseaux sociaux ou en marge, on va dire, des médias, ce qu'on appelle les médias mainstream. Mais il va ficher ces personnalités pour dire qu'elles sont, entre guillemets, complotistes, qu'elles peuvent être irrationnelles, qu'elles ont des biais racistes, antisémites, etc. Et dans ces fichages, vous avez des personnalités qui sont effectivement radicales et des personnalités qui finalement n'ont juste eu le tort d'avoir eu une parole dissidente par rapport à on va dire une doxa, ce que Laurent Micheli appelle ça la doxa du Covid, par exemple. Une doxa qui est très présente dans le narratif médiatique, mais qui en fait relève tout simplement de l'opinion d'une opinion d'aller contre certaines mesures sanitaires, contre certaines visions politiques à l'égard, par exemple, de la guerre en Ukraine, etc., etc. Et Rudi Reichstadt est quelqu'un qui va toujours utiliser des biais, il va faire un peu du déshonneur par association, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il est on va dire, victime, je ne sais pas si on peut utiliser ce mot, mais en tout cas, il a beaucoup de critiques de faire finalement des fichages qui sont un petit peu extrêmement biaisés et qui ne relèvent pas d'une vision objective de ce que peut être la lutte contre le radicalisme dans toutes ses formes. Didier Maisto. Oui, déjà, notons sur la première question qui a été abordée que je ne sais pas si Marlène Schiappa était au courant. J'ai ma petite idée, mais disons qu'il y avait quand même 2 membres de son cabinet, c'est comme ça que ça fonctionne, tous ceux qui ont fait du cabinet peuvent faire attester, qui suivaient les réunions et notamment les allocations de fonds et la sélection en amont. Bon, je referme la parenthèse. Alors, ce qui est intéressant sur Rudi Reichstadt, et d'ailleurs sur un certain nombre de ses collègues, c'est qu'aussi, il se pare de tous les titres et de toutes les fonctions. Or, ces gens-là n'ont absolument aucune formation. Ils ne sont pas sociologues, ils ne sont pas philosophes, ils ne sont pas politistes, ils ne sont docteurs en rien et forcément, puisqu'ils passent dans les médias mainstream, experts en tout. Je referme la deuxième parenthèse. C'est important de le noter parce que chaque fois, on les fait intervenir en tant que spécialistes, ès-qualité, sociologues, philosophes. Or, cela, un doctorat, c'est compliqué à passer. Il faut une thèse, ça dure 3 ans à 5 ans. Ça répond à un certain nombre de critères et on ne retrouve pas ça dans un paquet de lessive. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, je trouve, et peut-être Amélie va pouvoir nous éclairer sur ce sujet-là, si on parle de la figure centrale de Rudi Reichstadt, que l'on retrouve partout, avec son Conspiracy Watch, c'est-à-dire l'observatoire du complot, du conspirationnisme. Notons qu'ils sont 2 dans cet observatoire et que lui-même était un
un contractuel de la ville de Paris, qui n'a pas particulièrement de formation, ce monsieur. Ce qui est intéressant, c'est de voir bien sûr cette figure centrale, mais aussi, et c'est ce qui ressort de ce premier volet de l'enquête, qui va en compter 3, c'est qu'on retrouve Rudi Reichstadt dans d'autres associations, dans d'autres cercles, c'est-à-dire que les gens s'interviewent les uns les autres au titre de spécialistes, au titre de lutte contre tel ou tel fléau. Et ça, Amélie pourrait utilement éclairer nos auditeurs sur ce sujet, parce qu'en fait, c'est un peu la pieuvre. Oui, effectivement. Alors, merci Didier d'avoir rappelé que, effectivement, Rudi Reichstadt, ou globalement ses collaborateurs, ce que j'appelle ses proches collaborateurs, puisqu'il est très souvent avec Tristan Mendes France, ils mènent tous les deux une émission qui s'appelle Les Déconspirateurs sur YouTube, qui fait d'ailleurs pas beaucoup de vues, ils ont un peu du mal à fonctionner. Et ils travaillent beaucoup en collaboration avec Thomas Huchon. Et ces 3 personnes, ce sont les experts du complotisme qui ont porte ouverte dans absolument tous les médias mainstream. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Rudi Reichstadt sort un livre et il a droit à une promotion assez démentielle sur France Inter, sur France Télévisions, sur beaucoup les médias de service public, mais la presse en général. Et en fait, ces personnes sont effectivement experts en rien. C'est ce que je dis. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été dit dans d'autres articles du monde diplomatique, etc. Comment se fait-il qu'on présente ces personnes comme des experts, alors qu'à part s'être autoproclamés contre le complotisme, ils n'ont jamais travaillé dans la recherche, ils n'ont jamais... ils ont une expérience journalistique qui est extrêmement marginale. Donc c'est ce qui fait qu'on ne sait pas très bien pourquoi ces personnes sont autant présentes dans les médias aujourd'hui. Et en fait, dans ces fonds, moi j'ai découvert... alors, il n'y a pas que moi qui l'a découvert. Vous avez Greg Tabibian, il avait fait un live là-dessus où il a remarqué un petit peu les mêmes choses. Vous avez d'autres, vous avez Juste Milieu aussi qui avait fait un sujet là-dessus. On voit en fait que vous avez 3 autres bénéficiaires. Le premier, c'est la LICRA. La LICRA a touché 95 000 € du fonds Marianne pour une plateforme qui s'appelle Sapio. Et quand vous allez sur la plateforme Sapio, tout le monde peut y aller, vous allez, je crois que c'est sapio.org le site, vous tombez directement sur Rudi Reichstadt. Et c'est assez même marquant parce que en fait, vous avez 6 vidéos qui sont dans une rubrique qui s'appelle Comprendre, où c'est uniquement Rudi Reichstadt qui prend la parole. Donc, en fait, cette plateforme, elle est censée faire des ressources pédagogiques. Mais finalement, les ressources pédagogiques, c'est Rudi Reichstadt qui va avoir exactement le même discours qu'il a dans Conspiracy Watch. À côté de ça, dans Sapio, vous avez également Valérie Gounet, qui est donc la deuxième fondatrice, entre guillemets, de l'Observatoire du conspirationnisme. Et vous avez aussi la présence de Tristan Mendes France, qui est même très présent dans ses contenus, puisque j'ai les retrouvés. Vous avez plusieurs thèmes sur la plateforme Sapio, et il est présent dans tous les thèmes, sauf celui du sport, c'est-à-dire qu'il apparaît dans les contenus, dans quasiment tous les contenus de ce site, c'est-à-dire que vous avez des vidéos d'interviews de lui, des articles qu'il a signés. Bref, c'est un petit peu le spécialiste de cette plateforme. Donc ça interroge beaucoup, parce que pourquoi ces personnes-là, qui ont déjà reçu de l'argent du fonds Marianne, apparaissent déjà ont une présence majeure dans la plateforme Sapio. Et puis vous avez un deuxième bénéficiaire du fonds qui s'appelle l'agence AP2L, qui a servi à la production d'un documentaire qui s'appelle Conspiration, point d'interrogation, qui a reçu 20 000 € pour la création de ce pseudo-documentaire. Et en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est juste une série de vidéos où vous avez 5 vidéos de Rudi Reichstadt et 5 vidéos de Thomas Huchon, qui est donc son proche collaborateur, comme on le sait. Donc là, pareil, de nouveau, on a la présence de Rudi Reichstadt avec une subvention du fonds Marianne. Et puis, en dernier lieu, il faut savoir que Thomas Huchon, encore une fois, qui est un proche collaborateur, travaille pour la plateforme Spicy. Et vous avez également Spicy qui a reçu 70 000 €
du fonds Marianne est là pour créer ce qu'ils ont appelé une plateforme qui s'appelle Spicy Educ, qui est un peu sous le même modèle que Sapio. Et Spicy Educ, de nouveau, dans les contenus, vous avez une présence assez importante de Rudi Reichstadt dans les contenus, puisqu'en fait, ils se sont pas vraiment, ça n'a pas été très compliqué de créer des contenus, puisqu'en fait, ce sont des contenus qui existaient déjà auparavant, soit sur Spicy, soit dans d'autres médias, dont un autre bénéficiaire d'ailleurs du fonds Marianne, Lumière sur Info. Mais globalement, ce sont des contenus qui existaient déjà auparavant, à part quelques fiches pédagogiques, mais globalement, c'est ça. Ouais. Et ces vidéos, elles sont divisées, elles sont découpées, et vous avez le documentaire infodémique où apparaît énormément la figure de Rudi Reichstadt dans ses ressources pédagogiques. Vous avez aussi une petite série qui s'appelle Le Petit Déco des Conspis, où de nouveau, c'est Rudi Reichstadt qui va prendre la parole. Donc, en fait, ce qui moi, m'interrogeait, c'est de me dire, est-ce que finalement, ces contenus, ils n'ont pas servi quelque part à faire une triple promotion des acteurs de Conspiracy Watch, en tout cas de leur figure en tant qu'experts contre le radicalisme. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un récit spéculaire. C'est une mise en abîme constante. En fait, vous avez trois figures, essentiellement celle de Rudi Reichstadt, qui apparaît au premier niveau, au deuxième niveau ou au troisième niveau, par tout un tas de liens. Ça a été à l'instant expliqué. Et en fait, vous avez toujours les mêmes contenus, toujours les mêmes personnes. Je vais conclure là-dessus, sur cette partie-là. Qu'est-ce que c'est ? C'est un business juteux. Pourquoi on trouve derrière les politiciens ? Parce que les politiciens, et notamment cet exécutif-là, a besoin d'une storytelling, a besoin, et notamment pour le Covid, de disqualifier, surtout qu'il y a un certain nombre de faits aujourd'hui scientifiques qui sont mis en avant, qu'on ne peut plus cacher, qu'on ne peut plus dissimuler, ou des faits politiques, comme le fait que Madame von der Leyen était très proche du patron de Pfizer, et dont le mari, le baron von der Leyen, patron représentant d'une société américaine qui s'appelle Orgenesis, spécialisée dans la thérapie génique, a créé des filiales sur le sol européen, abondées par les fonds de relance européens, et qu'il a capté comme ça l'argent de la relance pendant le Covid. Voilà quelle est la réalité. Et pourquoi, évidemment, ce pouvoir met ça en avant ? Parce que ça disqualifie les gens qui ont un peu un esprit critique, qui n'acceptent pas comme des oies que l'on gave la storytelling officielle. Et donc, tout le monde, c'est gagnant-gagnant. Mais ce qui est intéressant, mais il va y avoir les informations, donc on va aborder ça, je pense, après, Valentin. Vous connaissez bien l'émission, Didier. Voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'Amélie nous explique ensuite, parce qu'il y a un dernier niveau, qui est celui de riposte, parce que là, on s'aperçoit que non seulement tout cela est organisé ici et maintenant, aujourd'hui, mais que, en fait, c'est une espèce d'appel à projet à rebours pour habiller ce qui existait déjà et depuis plusieurs années et qui a fait l'objet d'un certain nombre de notes, d'études, et c'est du soft power tout à fait désinhibé. C'est important de savoir d'où ça vient et pourquoi ça a été fait, tout ça. Voilà, c'est ce que nous dira après les informations. Si vous voulez, je peux aussi vous faire les informations à la météo. Et on se retrouve après. Alors, Didier Maisto, je vous laisse lancer Adèle Rosner, si vous voulez. Alors, Adèle Rosner, jeune journaliste, mais néanmoins talentueuse, va nous annoncer les infos du jour, sans oublier, à la fin de son petit flash, de fêter la Saint je ne sais pas qui. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Alors nous retournons cette vue de haut, voilà, ces fonds Marianne, créés par Marlène Schiappa pour lutter contre le séparatisme après l'assassinat donc, de Samuel Paty. Et Amélie Ismaili nous révèle que finalement ce n'était que la partie émergée de l'iceberg et que ces fonds ont été utilisés notamment pour financer Conspiracy Watch. DJ Maisto, vous aviez une question juste avant le Flash Info, je vous laisse reprendre. Oui, en fait, je disais... c'est un peu un récit spéculaire. On retrouve plusieurs niveaux. La figure centrale de Rudi Reichstadt et son inénarrable Conspiracy Watch.
mais aussi un certain nombre d'associations, et chaque fois, les uns interviewent les autres, et interviewent surtout, comme c'est incroyable, Monsieur Reichstadt, qui se retrouve du coup à la fois sur les plateformes, mais aussi à la télé pour faire la promotion de son livre, qui d'ailleurs ne marche pas très fort. Mais, si vous voulez, les gens sont ingrats et ne savent pas trier le bon grain de livret, c'est comme ça. Alors, ce qui est intéressant aussi, je disais, c'est que dans l'enquête d'Amélie et Ismaïli, on voit que tout ça vient de loin et que il y a Riposte, dont Amélie va nous parler, qui avait élaboré toute une stratégie, des éléments de langage. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fameuse Riposte, R-I-P-O-S-T, pour nos auditeurs? Alors, effectivement, dans ce qui a été révélé par Check News, c'est que l'attribution de 60 000 € du fonds Marianne a été attribuée pour le projet Riposte. Or, il se trouve que ce projet-là, c'était un projet qui existait déjà dès 2020. Par un label qui s'appelle UE Desinfo Lab, qui est un drôle de label assez d'origine belge, je crois, et qui en fait avait vocation à faire un contre-discours sur les réseaux sociaux contre les discours complotistes, entre guillemets, et de désinformation. On n'a pas trop de détails sur ce que ça a été, mais en tout cas sur l'UE des Infolab, vous avez une interview de Tristan Mendes France qui vous expliquera ça peut-être mieux que moi sur ce qui consistait à faire. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce fameux Riposte, en fait, c'était un projet qui existait déjà bien avant la création du fonds Marianne. Donc déjà, ça pose question, puisque normalement, dans le cadre d'un appel à projet, on est censé fournir des projets nouveaux. En tout cas, le financement est censé garantir des projets nouveaux. Or là, ce projet n'est absolument pas nouveau et surtout, il était déjà financé. Par l'OCCD au titre d'une subvention associative et il était également financé par un autre bénéficiaire du fonds Marianne qui est l'Institute for Strategic Dialogue, qui est une institution qui en fait a eu un rôle bien particulier dans l'attribution de ces fonds. Dont je parlerai, je pense, dans le troisième volet de mon enquête. Mais il faut savoir que c'est une institution très, très particulière. Déjà, ce n'est pas une association, on va dire, association citoyenne comme ont été présentés ses bénéficiaires. Là, on parle d'un think tank qui est très puissant, qui est présent dans énormément de pays, quasiment dans tous les pays du monde. Et cette institution, elle est financée en partie par la Bill & Melinda Gates Foundation, par des organismes qui semblent être en lien avec la CIA. Il y a des articles de presse sur ce sujet, comme la National Endowment for Democracy. Vous avez, elle est également payée par les GAFAM, comme Google, comme Bing, comme Microsoft, et tout un tas d'associations, entre guillemets, d'ONG, de milliardaires qu'on connaît assez bien ici. Je pense à Radio Courtoisie, comme la Galaxie George Soros, par la Craig Foundation, etc., etc. Donc, en fait, ce sont des think tanks qui sont dans l'idée de promouvoir une propagande très atlantiste, c'est-à-dire vraiment de montrer les intérêts finalement des intérêts américains, promouvoir les intérêts américains et surtout promouvoir une vision politique du monde. C'est-à-dire que ce n'est absolument, encore une fois, on ne parle pas de think tanks qui sont neutres. Ils se présentent toujours comme neutres, mais ils ne le sont pas. C'est-à-dire qu'ils ont une vision très globale, on appelle ça le globalisme, c'est-à-dire une vision où il n'y a pas de frontières, qui prône une vision très libérale de la société, où on va davantage confier les institutions publiques doivent de plus en plus passer du côté du fonds privé. C'est une vision très néolibérale de la société. Et il se trouve que c'est cette association-là qui a créé ce qu'on appelle donc déjà qui était en partenariat pour créer ce projet Riposte en 2020
avec Conspiracy Watch. Et elle a également créé ce qu'on appelle le Fonds pour promouvoir le civisme en ligne. Vous avez un rapport sur ce sujet. Et dans ce fonds-là, dans ce fameux fonds qui a été créé, on a décerné des lauréats, également avec des fonds publics. Vous avez la présence de Marianne Chapa, qui a été dans les jurys. Et j'ai découvert, en fait, dans les rapports, que ce fonds a servi à financer plusieurs associations qui se sont retrouvées bénéficiaires du fonds Marianne. Et quand je dis plusieurs, c'est à peu près 12 sur 17. Donc, c'est quand même beaucoup. Donc, il y a quand même des raisons de penser que l'Institut for Strategic Dialogue semble être assez derrière la distribution du fonds Marianne. Et de nouveau, ça pose plusieurs questions. Est-ce qu'il s'agit d'une ingérence étrangère ? Parce qu'on parle quand même d'une institution qui est ouvertement atlantiste et ouvertement pour promouvoir les intérêts de la société américaine. Et également, comment se fait-il qu'une association qui est déjà payée, enfin, en tout cas qui reçoit de l'argent de milliardaires américains, d'entreprises qui ont déjà beaucoup d'argent, ont besoin de fonds publics pour faire ce type de manœuvre. Didier Maisto. Justement, Amélie, ce qui est intéressant, c'est de bien comprendre que nous avons affaire à un puzzle. Et que loin d'avoir des initiatives comme ça qui ont été... on ne va pas trop s'avancer, puisqu'effectivement, il y a une commission d'enquête, il y a la justice qui fera son travail, qui feront leur travail, mais c'est un puzzle. Ce n'est pas des financements isolés, parce qu'on se rend compte, au plus on creuse, plus on fouille, que toutes ces associations sont liées d'une manière ou d'une autre, et qu'il y a toujours les mêmes figures de proue qui tirent l'ensemble, si j'ose dire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que c'est très organisé. On parlait justement de Riposte et compagnie. C'est très organisé, y compris dans la sémantique, dans les termes employés. Amélie parle souvent de l'empoisonnement du puits. Quand vous entendez complotisme, antisémitisme, etc., ça ne sort pas de nulle part. Même si nous, parfois, quand on parle d'un sujet scientifique, on nous dit antisémitisme. Mais quoi qui, comment, quoi je veux dire. Et après, vous comprenez pourquoi. C'est-à-dire, on va vous empoisonner l'eau du puits. On va dire, mais ça, c'est tout à fait la vision atlantiste et le soft power globaliste qui est alimenté avec des milliards et des milliards depuis pas mal d'années aujourd'hui, dont le covidisme n'est qu'un avatar final, mais il y en a d'autres. On vous empoisonne l'eau du puits. Et chaque fois, on disqualifie, à la fois pour vous empêcher de réfléchir, à la fois pour vous discréditer, et à la fois pour que vous ne puissiez plus, sur un temps long, renouer tous ces fils et les expliquer au public. Donc, on vous disqualifie. Derrière Wikipédia, qui est la grande blanchisseuse, fait un article, une notice sur vous, où les journalistes qui sont des feignants patentés viennent puiser, parce que s'il n'y a pas forcément un complot, là, c'est pas organisé, c'est juste une paresse légendaire. Tiens, Monsieur Dupont, je vais aller dans Wikipédia, un brin complotiste, hop, et on va faire l'article. Vous voyez, c'est un système très organisé, il n'y a pas de complot, c'est juste une communauté d'intérêts, la paresse et les intérêts bien compris des uns et des autres faisant le reste. Et c'est ça qu'il faut bien mettre en lumière, et c'est pour ça qu'il est important à la fois de faire des enquêtes de longue haleine et à la fois d'avoir des commissions d'enquête et la justice, parce que ça va, je pense, compléter l'ensemble des investigations possibles. Je ne sais pas ce qu'en pense Amélie. Oui, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'accusation de croire en complot, ça permet de discréditer automatiquement une opinion. Et en fait, moi, comme disait Maïsso, je ne crois pas à un complot de personnes entre elles secrètes. Elles ne sont pas secrètes, ces personnes, en réalité. Elles ont une idéologie politique assumée, dont elles parlent ouvertement, que ce soit... on parle toujours du forum de Davos, mais ce que je veux dire, c'est que ce sont des personnes qui ont une vision de la société, qu'elles assument totalement, et elles ont une vision politique, qui n'est absolument pas la vision qu'a l'ensemble de la population. Et surtout, elles ont une influence
majeur aujourd'hui au sein de la politique française et dans les médias. Et ce qu'on voit, c'est que derrière finalement ce fonds Marianne, il y a une stratégie de communication. Moi, je ne parle pas d'un complot, je parle d'une stratégie de communication et d'influence. Et d'ailleurs, dans la deuxième partie de mon enquête que je publie aujourd'hui, c'est au sujet d'un cabinet de conseil qui s'appelle Antidox, le groupe Antidox, en fait, qui a créé notamment Civic Fab, qui a reçu, qui est quand même le 3e plus gros bénéficiaire du fonds Marianne, 315 400 €. Et Civic Fab, ça a été une pure création de ce cabinet de conseil Antidox. Or, ce cabinet de conseil, il est expert en communication d'influence, en deep learning impact, etc., etc. Donc ça, déjà, ça pose question. C'est-à-dire que est-ce que finalement, ces associations, elles n'ont pas, encore une fois, un objectif politique. Vous avez une deuxième association, en fait, le fondateur, enfin le président du groupe Antidox, Xavier Demaison, il apparaît également il préside le comité d'honneur d'une autre association qui s'appelle France Fraternité. France Fraternité qui a reçu 60 000 € du fonds Marianne. Là, on est sur des montants qui sont beaucoup, beaucoup plus importants que celles de Conspiracy Watch. Et encore une fois, toutes ces visions, le fait qu'il y ait un cabinet de conseil, ça nous fait un petit peu penser à l'affaire McKinsey, c'est pas pour rien. Le fait que tous ces cabinets de conseil soient autant dans ces stratégies de communication, ces manières de présenter l'information, c'est pas anodin et on le voit dans les contenus. J'ai un exemple très concret, Infodémique, le fameux documentaire qu'a fait Thomas Huchon. Ce documentaire, par exemple, vous avez une bonne dizaine de minutes, il dure à peu près 40 minutes, je crois, et vous avez presque un quart qui est consacré à la théorie du virus fabriqué en laboratoire. Et cette fameuse théorie, elle est présentée par un sondage qui a été fait en partenariat avec Conspiracy Watch et la Fondation Jean Jaurès, dont il faudra parler peut-être un jour aussi ou l'autre, un autre think tank un peu particulier, ouvertement pour Emmanuel Macron. Et ils ont fait ce sondage pour montrer que ceux qui croyaient en cette théorie étaient globalement plutôt proches de l'extrême droite. Et ça, c'est une technique d'empoisonnement du puits. C'est-à-dire qu'on va considérer qu'une hypothèse, qui à l'époque était dans le cadre d'une hypothèse, c'est le professeur Montagnier qui en a surtout parlé, mais c'était une hypothèse qui était partagée par bon nombre de scientifiques sans raison politique. Ils n'avaient pas de raison politique de faire une hypothèse scientifique. C'est paraît même absurde de confier un biais politique à une hypothèse scientifique. Or, c'est ce que ce sondage a fait. Et dans ce documentaire infodémique, vous avez une dizaine de minutes qui est pour dire c'est une théorie complètement fausse, irrationnelle, et c'est une fake news qui a été partagée par la mouvance d'extrême droite pour faire croire à un complot autour du Covid. Donc ça, déjà, c'est de l'ordre de la désinformation, mais de la réelle désinformation, puisque en fait, il faudra aussi un jour analyser, excusez-moi, je vous coupe, vous parlez de Jean Jaurès, la Fondation Jean Jaurès, mais les instituts de sondage, qui effectivement fabriquent des éléments de langage sur des panels infinitésimaux, et c'est toujours la même histoire au bout. C'est-à-dire, qui profère ce genre de truc? Ils sont complotistes, ils sont proches de l'extrême droite, à laquelle on adjoint aujourd'hui l'extrême gauche, puisqu'on fait ce parallèle et ce rapprochement qui n'a pas lieu d'être d'ailleurs. Et on dit, voyez, ils sont peu diplômés, ils sont extrémistes et donc ils sont complotistes. Tout ça sur des panels de 1006 personnes, réalisés sur Internet sur la base du volontariat et jamais vérifiés, puisque c'est vous qui vous inscrivez, vous êtes sans arrêt relancé. Donc avec 10 personnes militantes qui sont en amont, qui connaissent bien les questions, ou même une seule personne, puisque rien n'est vérifié, vous pouvez être le panel à vous seul. Et ça, c'est un vrai scandale. Parce que depuis qu'on fait ces panels sur Internet, plus rien n'est vérifié, ni les adresses IP, ni les identités qui sont anonymes, c'est simplement déclaratif, ni le fait de pouvoir voter et revoter. Donc, j'invite tout le monde, quand il consulte un sondage,
à prendre ça vraiment avec des pincettes, regarder qui l'a commandé, qui l'a payé, donc par qui il est diffusé, et s'il est bien sur le site du sondeur. Parce que souvent, quand les sondages sont fallacieux, vous ne le trouvez pas sur le site du sondeur. Ne sont extraites que les trois questions qui peuvent faire le buzz, comme on dit, et qui sont là juste pour empoisonner l'eau du puits. Et ça, c'est fondamental de comprendre ça. Amélie Ismaili sur ces instituts de sondage. Oui, les instituts de sondage, ça fait longtemps qu'on sait qu'il y a toujours des questions politiques autour du sondage. C'était Noam Chomsky qui en parlait aussi très bien. Et vous avez aussi tous des travaux de Serge Halimi qui avait déjà à l'époque, ou même Pierre Bourdieu, qui à l'époque déjà pointé du doigt le sondage pour en fait faire basculer l'opinion publique. Mais en fait, c'est surtout que maintenant, avec le numérique, avec toute cette métadata, on se rend compte qu'on peut très facilement biaiser un sondage. C'est même extrêmement facile. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, je vois beaucoup de sondages qui passent. Alors, même pas des sondages, mais des soi-disant pseudo-études sur les contenus, la désinformation. Il y a un complot aujourd'hui qui est très, par contre, très partagé par les fameux anti-complotistes, comme par exemple, vous avez Julien Pain, etc., en premier lieu, qui est ce fameux complot comme quoi la désinformation, elle est fomentée par le Kremlin. Cette théorie n'a aucun fondement, clairement. Alors, je ne dis pas, évidemment, on se doute bien qu'il y a toujours des influences étrangères, que ce soit de Chine ou de Russie. Il n'y a pas de doute sur le fait qu'ils peuvent avoir des services secrets comme les États-Unis. Mais cette théorie que la division, enfin en tout cas la critique à l'égard d'Emmanuel Macron soit fomentée par le Kremlin, c'est complètement absurde même, je dirais. Et ils ont fait la même théorie autour du gilet jaune. Et pour valider cette théorie, on utilise des espèces de sondages basés sur des mots-clés. Ce qui fait ça permet de dire qu'au lieu de dire ce sont des contenus russes, ce sont des contenus pro-russes. Et donc, c'est une nuance sémantique, mais qui est importante parce que derrière le fait d'avoir un discours pro-russe, vous pouvez mettre n'importe quoi. Et surtout, vous pouvez mettre tout simplement tous ceux qui vont aller à l'encontre de cette propagande qu'on voit dans les médias, qui est complètement binaire avec les gentils ukrainiens vs le diabolisé Poutine, alors que c'est une guerre qui est complexe et c'est une guerre qui a surtout un passé historique important, avec une implication majeure des États-Unis, évidemment, dans ce conflit. Donc il y a toutes ces questions-là, et dès que vous allez avoir un discours qui va remettre un petit peu en cause, de refaire des nuances, et vous avez des personnalités comme même Hubert Védrine qui en a parlé avec beaucoup de nuances, et dès que vous allez avoir ça, vous êtes étiqueté comme pro-russe par ces instituts de sondage, et ça permet d'imaginer, de dire, regardez toute la désinformation russe qui est faite. Donc tout ça, encore une fois, c'est de l'empoisonnement du puits, puisqu'on va encore une fois diaboliser une figure politique, la Russie ou l'extrême droite en globalité, pour dire que toutes les opinions qui vont ressortir de ça, ce sont des opinions extrémistes, ce sont des opinions qui sont totalement irrationnelles, donc elles n'ont pas lieu d'être. Donc c'est ça qui crée la désinformation. Et Amélie Ismaili, donc ces révélations que vous faites qui sont incroyables, c'est-à-dire que ce fonds Marianne qui était destiné pour lutter contre le radicalisme après l'assassinat de Samuel Paty, il a été utilisé finalement, soi-disant, pour lutter contre le complotisme, et on se rend compte que donc, ces organes complotistes sont en fait idéologiques, portés idéologiquement, donc contre les covidosceptiques, contre aussi le camp opposé, on en a parlé, contre Mathilde Panot, Anne Hidalgo, pendant la campagne électorale, mais aussi donc défendent une idéologie atlantiste. Toutes ces révélations que vous faites, en 30 secondes, elles ne vont pas avoir d'écho dans les médias. Comment vous expliquez ça ? Alors, ce serait en 30 secondes, c'est impossible de le résumer. C'est pas si facile de comprendre comment... moi, ça fait longtemps que je travaille en tout cas, j'étudie les médias. Moi, je viens du monde de la presse. Et ça fait un moment déjà que, en fait, cette enquête, c'était dans le cadre d'un livre que je suis en train d'écrire au sujet du fact-checking. Mais
Ce qui se passe actuellement en termes de censure dans la presse, elle remonte à assez loin. Et elle n'est pas juste liée à de la censure. Elle est liée globalement beaucoup à de l'autocensure, beaucoup liée à une sociologie des élites journalistiques qui fait qu'on fonctionne par cooptation, on fonctionne par un entre-soi, on ne va pas critiquer ses collègues, on va pas dénoncer ce qui se passe chez le voisin. Mais aujourd'hui, il y a une dissidence dans les rédactions. Moi, je suis en contact beaucoup avec certains. Et il y a des dissidences dans beaucoup de rédactions. Il ne faut pas croire que tous les journalistes se sont retrouvés d'un coup à être complètement dans la doxa du Covid. Il y a des gens qui ont critiqué. Mais ces gens-là, aujourd'hui, ils sont complètement isolés. Ils n'ont pas le droit à la parole et ils sont menacés d'être... Et ce qui n'est pas le cas sur Radio Courtoisie. Exactement. Parce que vous nous soutenez financièrement, ce qui nous permet d'être complètement indépendants. Merci Amélie Ismaili. On reviendra vers vous quand vous aurez donc sorti votre livre sur le fact-checking. Et merci beaucoup Didier Maisto, vous êtes notre partenaire. Merci à vous.